Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vous parler de l'un de mes courants préférés, le romantisme. Aujourd'hui, si on demande à une personne lambda ce qu'est le romantisme, il vous répondra quelque chose du genre: ah ouais, c'est quand t'es avec ta copine que tu lui offres des roses et qu'on boit du champagne avec du bois en fond. Si ça fait mal, que tu cries, tu jouis, c'est que je suis dans ta chambre. Bonne Saint-Valentin. Le romantisme fut actif de la fin du XVIIIe à la première moitié du XIXe siècle en Europe. Il influe dans le monde de la musique, des lettres et des arts graphiques. Le terme romantisme nous vient de la langue de Shakespeare, avec romantique apparu au XVIIe siècle. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a le mot roman comme racine. Cela fait référence à la langue romane, une langue populaire avec des restes de latin, et aussi au genre littéraire romanesque. Le roman est un récit écrit en langue romane. Si on prend l'exemple des romans médiévaux, par exemple les cycles arthuriens, on s'aperçoit que ce sont des récits légendaires, des fables, des histoires imaginaires. Ainsi, le roman s'oppose à la littérature savante, les écrits en latin et en grec, par exemple ceux de Platon. Le romantisme surgit à la fin du siècle des Lumières, ce siècle où on désire tout expliquer de manière rationnelle. Ce même siècle qui voit surgir le néoclassicisme, prônant un retour à l'esthétique antique et aux nobles faits historiques. En ce contexte où le rationnel règne, jaillirent les romantiques fascinés par le romanesque, le merveilleux, bref l'irrationnel. Mais comme d'habitude, attention aux idées courtes, ce n'est pas parce que le romantisme aime l'irrationnel qu'il rejette le rationnel. Le romantisme rejette simplement la volonté des Lumières à vouloir tout expliquer de manière rationnelle et scientifique. Le sens se change subtilement. Charles Baudelaire, le poète des Fleurs du Mal, dira que le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. Baudelaire montre bien que le romantisme est d'abord l'affaire des sentiments de l'artiste. De ce fait, on ne peut considérer le romantisme comme un mouvement uni, mais bien comme un ensemble d'artistes ayant pour loi commune leurs sentiments. Le romantisme est donc un courant extrêmement vaste et complexe, qui diffère d'un pays à l'autre et d'un artiste à un autre. Alors pour votre bien, je vais juste aborder aujourd'hui le romantisme allemand. Avec l'Angleterre, l'Allemagne est le berceau du romantisme. Mais celui-ci n'y est pas paru en un claquement de doigts. Il y eut d'abord le mouvement littéraire Sturm und Drang. Évidemment, c'est en allemand et ça signifie grossièrement tempête et passion. Ce nom serait inspiré d'une pièce du dramaturge Klinger. Je pense que ce nom ne vous dit strictement rien. Enfin bon, ce n'est pas grave. Après Klinger, le mouvement est surtout représenté par les poètes Goethe et Schiller. Tous deux rejetèrent allègrement la pensée académique et prenèrent un culte à la nature. Pourquoi la nature ? Parce qu'ils ont beaucoup lu notre Rousseau national, qu'ils l'adorent ainsi que son mythe du bon sauvage. Pour vous résumer, l'homme n'est bon de nature. C'est la société qui le rend mauvais en l'éloignant de la nature. Le propos de J.J. Rousseau accompagne une véritable fascination pour la nature. Goethe, à la fois poète, homme de science et artiste, nous illustre bien sa fascination pour la géologie dans cette aquarelle, vue de l'Etna dominant le golfe de Taormina. Cette œuvre marque l'intérêt que purent avoir nombre d'artistes sur la nature, mais également les origines de la création du monde que l'on cherche à remonter. Dans la continuité du Sturm und Drang, le romantisme recherche cette osmose entre l'homme et la nature. Et cela se voit par la dominance de la peinture de paysage, sujet de prédilection du peintre Caspar David Friedrich. Sauf que lui et ses amis ne se contentaient pas bêtement de recopier la nature qu'ils ont sous les yeux. Pour Friedrich, la loi de l'artiste est son sentiment. La perception intime prime sur l'observation. Le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu'il voit devant lui, s'il ne voit rien en lui, qu'il renonce à peindre ce qu'il voit au dehors. Sinon ces tableaux ressembleront aux paravents derrière lesquels on ne s'attend à trouver que des malades ou même des morts. Friedrich peignit dans son atelier, d'après ses rêves et ses souvenirs. Ainsi il nous livre des paysages sublimés et obsédants. Par exemple ces paysages patriotiques, cherchant à unifier un peuple allemand divisé par les guerres contre les Français. La tombe de héros antique Arminius nous présente la tombe d'un héros germanique qui repoussa et détruisit les envahisseurs romains. Le chasseur dans la forêt montre un chasseur perdu. Celui-ci porte les habits des soldats français, tandis que la forêt menaçante symbolise les Allemands, et laisse présager un sort funeste. Outre ce patriotisme, Friedrich est surtout connu pour ce motif de l'homme nous tournant le dos, cet homme faisant face seul à l'immensité de la nature, nature vierge de toute activité humaine. Le voyageur contemplant une mer de nuages est un personnage sans visage, anonyme, auquel le spectateur peut aisément s'assimiler. Au loin s'étend devant lui une nature immense. Ce personnage solitaire n'est qu'une poussière par rapport au sommet rocheux qui se profile au loin. Un vertige nous prend lorsque l'on comprend que nous sommes perdus et impuissants face aux forces de la nature. Il y a aussi ces motifs de ruines et d'architecture gothique qui montrent l'intérêt que Friedrich a pu avoir, certes pour le macabre, mais surtout pour l'histoire, les origines. Les origines, toujours ce même intérêt philosophique. Pourquoi cette quête des origines ? Le philosophe Emmanuel Kant, connu pour ses critiques, montre qu'il y a trois grands objets métaphysiques, le monde, l'âme et Dieu. À eux trois, ils forment la connaissance ultime, l'absolu.
mais on ne peut les expliquer sans partir dans les méandres de l'irrationnel. De ce fait, Kant ferma le débat, et on ne s'y attarda plus. Du moins jusqu'aux romantiques, et plus particulièrement les artistes allemands, qui ont toujours été férus de philosophie et de littérature. Ils trouvèrent un stratagème pour accéder à l'absolu de manière concrète, l'art. Le philosophe Schelling considéra que l'art est lui-même un épanchement de l'absolu. L'art résulte de ce qu'on appelle le génie, ce concept régi par la nature qui se concrétise dans l'œuvre d'art. Friedrich écrivit « Ferme ton œil physique afin de voir ton tableau avec l'œil intérieur de l'esprit, puis donne à la lumière ce que tu as vu peuplant la nuit, pour que ta vision agisse sur d'autres êtres de l'extérieur vers l'intérieur. » En gros, une œuvre peinte avec l'âme comporte une vérité absolue qui est sortie du plus profond de notre être, et le but des romantiques allemands est de prendre conscience de cette vérité. Philipp Otto Runge et Carl Gustav Carus incarnent bien cette quête des origines. Ils sont tous deux peintres, mais aussi hommes de science et amis de Friedrich. Runge est l'auteur d'une théorie sur les couleurs, comme Goethe. Dans ce traité, les couleurs et les valeurs forment un tout cohérent. Elles s'organisent sur une sphère en 3 dimensions, et à partir de 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. Chaque couleur comporte une valeur religieuse, car la couleur est l'art ultime, qui est et doit demeurer à nos yeux toujours mystique. Ainsi le bleu correspond à Dieu le Père, le rouge au Christ et le jaune au Saint-Esprit. Malheureusement, l'œuvre de Runge n'atteignit jamais le but qu'il s'était fixé, déjà parce qu'il mourut à 33 ans. Son œuvre majeure est certainement Le Matin qui faisait partie d'un projet de cycle et d'œuvre d'art total. Cette œuvre fait référence au cycle naturel, la croissance, et aussi au cycle de l'artiste, la floraison. Selon Runge, l'homme se reflète dans la nature dans l'homme, et sa peinture devait faire écho au rythme éternel de l'univers. Quant à Carl Gustav Carus, dans sa Psyché, son ouvrage majeur, il considéra que la clé de la connaissance de la nature de l'âme est à chercher dans le règne de l'inconscient. Ainsi Carus se donna pour but de comprendre comment faire jaillir l'inconscient dans le conscient. Oui, cet homme influença la psychanalyse de Freud. Mais contrairement à Freud, Carus considère que l'inconscient est pur et regorge de vérité. Prenons pour exemple le rêve de Faust. Ce tableau fait écho évidemment au drame de Goethe, Faust qui marqua tant le romantisme. Ce drame est une légende mystérieuse et sombre qui se base sur un personnage qui a réellement existé. Je le répète, mais dans la quête de la remontée aux origines, les romantiques eurent un grand intérêt pour ce qui est des légendes, romans et mythes. Car il s'y déploie quelque chose de l'inconscient et de fondateur, qui donne une nouvelle manière d'appréhender le monde. Dans l'œuvre de Carus, un doute subsiste. Le personnage central dort et rêve. Les personnages diaphanes illustrent peut-être les tentations pour lesquelles un homme vendrait son âme. Mais cet homme est entouré d'objets qui rappellent que Faust fut magicien, médecin et astrologue, tout comme Carus qui fut peintre, médecin et psychologue. Alors qui est représenté, Faust ou Carus? Ce qui est représenté incarne peut-être les secrets fantasmes du peintre. Allez savoir. Enfin voilà, je ne m'attarde pas davantage sur l'œuvre de Carus, car il se concentra surtout sur la peinture de paysages, et celle-ci est assez semblable à celle de Friedrich. Donc cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et évidemment je n'ai fait qu'égratigner l'iceberg du romantisme allemand. Je vous laisse libre d'approfondir le sujet. Tu peux t'abonner à la chaîne ou me suivre sur Facebook. En attendant la prochaine chronique, je te souhaite une bonne journée.